Alors d'accord. Ah mais c'est à moi alors. Alors c'est à moi, bonsoir. Mesdames, messieurs. Ah mince, ça y est, j'ai déjà commencé à faire une bêtise. Ça commence. Je vais vous raconter une histoire. Mais une histoire qui m'est arrivée tout à l'heure, sur la place nationale, au Derby. Il y en a qui connaissent le Derby, c'est le café de Nègrepelisse. Scène irréelle, fantastique. Vous savez, quand on doit raconter une histoire, il y a cette croyance chez les gens qui racontent des histoires que si on va dans le village, on trouvera peut-être le fil pour commencer l'histoire. Donc je me pointe place nationale, au Derby, je commande quelque chose d'un peu fort pour me donner du courage, et j'entends ce dialogue irréel, mais véridique. Tu as vu? Ils font une fête au château ce soir. Ah, c'est bien. Il y a un repas? Ah oui, il y a un repas. Ah, c'est bien. Et c'est pourquoi la fête? L'autre cherche un peu dans la dépêche et finit par dire c'est pour un massacre. Flottement dans le bar, et le deuxième qui conclut eh bien, il devrait en faire plus souvent des massacres. Alors, prenez garde, bonnes gens de Nègrepelisse, je crains qu'au Derby, certains aient des projets pour vous. Pour ce soir, je vous avoue avoir un regret lointain du jour où mes parents m'ont inscrit à l'école de musique du village. Les cours de solfège étaient tellement rébarbatifs que j'ai laissé tomber dès le premier jour. Et c'est dommage, parce que si j'avais été sérieux, j'aurais probablement pu jouer, je ne sais pas, de l'accordéon, vous voyez. Ah, ça m'aurait plu, ça. Le piano à bretelles. Faire danser les filles en robe légère, mon vieux. Et si j'avais su jouer de l'accordéon, on m'aurait fait venir dans les villages pour fêter le printemps ou l'arrivée des cerises, vous voyez à peu près. Et comme j'ai rien foutu, je raconte des histoires. Et comme je raconte des histoires, on me fait venir pour commémorer les massacres. C'est lourd à porter. Surtout descendre comme ça 400 ans en arrière, dans une affaire sombre, dans un puits obscur de l'histoire, tout seul, même pas en rêve. J'irai pas. Ou si j'y vais, c'est avec vous. Il faudra m'accompagner, je refuse de faire les choses tout seul, vous allez venir avec moi. Et vous viendrez parce que sinon vous ne comprendrez rien à mon histoire. On va y aller ensemble, donc. 1622, le mois de juin. Et là, pour le reste, vous choisissez. Je veux dire, vous choisissez votre vie de gens de Nègrepelisse. Vous pourrez, pour ce soir, être boulanger, cordonnier, charpentier, lingère, que sais-je encore. C'est votre choix. Choisissez votre vie, c'est pas si courant. Mais j'ai une question là, pour vous, et quel que soit le rôle que vous avez choisi à Nègrepelisse en 1622, dites-moi, ça va? Non, parce que quand je vous vois, je me dis que ça va, mais ça va pas. Il y a une part qui va bien, je vois bien, les affaires vont bien, la famille va bien, la santé pas trop mal. Mais il y a quelque chose qui va pas. Et ce qui va pas, c'est qu'il y a 6 mois en arrière, au mois de décembre 1621, vous, gens de Nègrepelisse, vous vous êtes fait remarquer. Et ça, c'est un truc que vous supportez pas.
Ne me mentez pas, je vous connais un peu, ça se voit tout de suite quand on arrive dans le Patelin. On sent que les gens d'ici, ils n'aiment pas se faire remarquer. Voilà. Votre truc, c'est le milieu du centre. Vous voyez à peu près quoi? Ça se devine, ça se flaire, ça. Rien que dans le nom de votre village. L'histoire du nom de Nègrepelisse. Au tout début des temps, disent les historiens, l'endroit s'appelait Siorac. Ça aurait pu rester Siorac. Seulement pas de chance. Aux alentours de l'an 1000, il y a un moine qui s'en vient de Moissac et qui veut fonder une église dans le coin. Ce moine, je vous jure que c'est vrai, vous savez comment il s'appelle? Anquetil. J'imagine qu'il est venu à vélo. En tout cas, Anquetil rapplique, je vous connais, vous, Jean de Nègrepelisse, tel que vous êtes, vous auriez préféré Poulidor. Mais c'est Anquetil qui gagne l'étape, c'est lui qui construit l'église et qui la dédie à Saint-Pierre. Et au moment où il s'en va sur sa bicyclette avec les sacoches, vous le sentez, hein? Vous sentez qu'il aimerait bien, Anquetil, que vous preniez le nom de l'église. Non parce que Siorac, mais Saint-Pierre, ça lui ferait tellement plaisir. Et vous aimez tellement me faire plaisir. Alors, vous appelez le village Saint-Pierre. C'est bien, sauf qu'il y en a trop. Des Saint-Pierre. Il y en a partout des Saint-Pierre. Alors, il faut que ce soit Saint-Pierre et quelque chose. On hésite, on tergiverse, on réunit le conseil municipal, on débat, on sait faire dans ce conseil. Et au bout d'un long moment, on se dit, on a un château. Alors, ça pourrait s'appeler la Motte Saint-Pierre. Oh, pas Saint-Pierre le château, non, ça serait trop pompeux, vous voyez. La Motte Saint-Pierre. Et encore très rapidement, on se dit, mais pourquoi la Motte? On n'a même pas de colline, le château il est fait dans un creux. Oh non, pas la Motte, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, vous avez des conseillers qui vous disent, mais vous n'avez pas un animal totem? Quelque chose qui ferait, vous voyez, par exemple, Saint-Pierre du Dragon, ou Saint-Pierre les loups, ça aurait de l'allure. Oh là, des loups on n'en a pas, hein. On n'en a des dragons non plus, hein. Oh, je les vois, les conseillers municipaux de l'époque. Oh, des animaux, oui. On a des grenouilles. On a des grenouilles dans l'Aveyron, vous savez, comme ça, sur les temps d'été. Ça peut être pas mal, voilà. Saint-Pierre des Grenouilles, ça nous irait. Saint-Pierre des Grenouilles. Il faut avoir osé quand même appeler son patelin comme ça. Mais remarquez, c'est une bonne idée. Ça vous fait passer complètement à l'écart des tumultes du siècle. Ben forcément. Et imaginez, par exemple, la croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, elle ravage tout le pays. Il n'y a pas un village qui échappe à son expédition, à son massacre, à son incendie. Il y en a un, si, pardon, le vôtre. En même temps, je comprends. Imagine une troupe de croisés arrivant dans le coin. Messire, regardez, cette ville, elle a l'air riche, prenons-la, ça rejaillira sur votre gloire. Oui, allons-y. Et comment s'appelle cette ville? Saint-Pierre des Grenouilles. Oui, mais alors, non. Non, parce qu'après, les troubadours, je les connais, ils vont se foutre de ma gueule. Ils vont dire, écoute, en 1212, Hugues des Arcis s'en prit aux grenouilles et fut vainqueur. Je ne veux pas passer pour un con, non, laissez-les tranquilles, allons prendre Toulouse. Voilà. C'est comme ça que vous êtes passé à travers les gouttes d'eau du destin, comme ça. Très bien. Félicitations. Et juste après la croisade, du coup, on a fondé ici une bastide. Vous savez la bastide? Place carrée, rue bien droite, bien organisée, pour faire des métiers, des foulons, Ah, c'est bon ça pour les affaires, on s'y trouve bien, mais il faut changer de nom, à Flûte. La Bastide, elle a été créée par le roi, on pourrait dire la Bastide royale. Oh non, c'est trop pompeux. On va quand même pas dire la Bastide des Grenouilles, quand même. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors?
Eh bien, on vous dit, vous n'avez pas une profession, quelque chose de particulier dans le pays qui pourrait s'accoler au nom je ne sais pas, moi, vous voyez, la Bastide des orpailleurs, la Bastide des bijoutiers, la Bastide des forgerons, ça serait magnifique. On a des charbonniers. Comment ça, vous avez des charbonniers? Ben, ça se voit, vous savez, ils ont des pelisses noires. Eh ben voilà, ça sera la Bastide nègre pelisse. Et puis même, au bout d'un moment, on va plus dire la Bastide, nègre pelisse. Et là, comme ça, vous serez tranquille pendant des siècles. Jamais vous faire remarquer, tout en douceur, quelle merveille. Enfin, jusqu'à ce mois de décembre 1621, où vous avez trouvé les moyens de vous faire remarquer, et que ce n'était pas peut-être une bonne idée. Mais pour que vous sachiez comment on en est arrivé au mois de décembre 1621, il faut revenir encore 100 ans en arrière. Vous allez me dire, oh non, on en a déjà fait 400. 400, ça fait déjà beaucoup. 100 de plus, on va être pris de vertige, le décalage horaire. Non, mais 100 ans, c'est pas beaucoup. 100 ans, c'est votre grand-père. Voyez, c'est vos grands-parents, 100 ans. Voilà, ce cheminement d'un siècle, il se fera jusqu'à votre grand-père. Alors, ça nous amènera en 1520. Vous y êtes? Parfait, continuons. Eh bien, en 1520, c'est encore un moine qui va mettre la pagaille. Pas Anquetil, non. Ni Poulidor, non. Aucun des deux. Luther. Luther est un moine allemand qui en veut à son église. L'église catholique, l'église de Rome. Il lui en veut. Il trouve qu'elle est trop portée sur l'argent, qu'elle n'est pas assez portée sur les Écritures saintes. Il proteste, il l'écrit. Et comme il proteste bien, tous ceux qui le suivent sont appelés les protestants. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça plaît à votre grand-père. Ah oui, le papé, oui, ça lui plaît, ça. Ah mais attends, c'est un bouffeur de curé terrible, celui-là, il n'a jamais pu supporter la soutane. Alors dire du mal de l'Église, il est le premier. Votre grand-père, oui. Pas la grand-mère. Oh non, votre mamé, c'est plutôt le genre, vous savez, oh non, le curé, mais c'est un saint homme. Qu'est-ce que tu as besoin de dire du mal, alors, Raymond? Seulement, quand les protestants arrivent dans le pays, pour le coup, c'est votre papé qui est moins enthousiaste. Il les trouve un peu rugaux à la pratique, quand même. Et non, mais si on les écoute, on n'aura plus le droit de rien faire, mamé. Tandis que mamé, ça lui plaît bien. Au moins, comme ça, t'ira pas à la taverne. Par l'un, par l'autre, par les deux, le protestantisme s'implante dans la région. Pas partout. Non, pas partout. Par exemple, à Toulouse, il ne fait pas particulièrement bon être protestant. Par contre, à Montauban, c'est les catholiques qui rasent les murs. Et à Nègrepelisse, comme d'habitude, c'est un peu entre les deux. Oh, certes, il y a plus de protestants que de catholiques, mais les catholiques sont quand même encore là. Tenez, si on avait laissé faire, les gens, vous, quoi, les cordonniers, les savetiers, les boulangers, les charpentiers, les charbonniers de toutes sortes, si on vous avait laissé faire à l'époque, tout se serait passé en douceur, comme à l'ordinaire, au café de la place. Seulement voilà, les puissants s'en sont mêlés. Et vous savez comment ils sont, les puissants. Quand ils ont une idée, ils veulent que tout le monde l'ait, l'idée. C'est comme ça. Et comme il est des puissants catholiques et des puissants protestants, ils ne s'entendent pas. Ils ont envie de se faire la guerre. Ah ben, il faut les comprendre. Mais tu vois leur place, ils ont tous ces petits chevaux, ils ont tous ces petits soldats et tous ces grands châteaux qui servent à rien, qu'il faut entretenir. De temps en temps, la moindre des choses, c'est que ça serve. Alors ils veulent une guerre. Voilà. Alors, ils vont l'avoir. Et cette guerre, je dis bien la guerre des religions,
Elle va durer longtemps. Tellement longtemps que les historiens vont pas supporter le fait qu'elle s'appelle la guerre. Ils vont appeler ça les guerres de religion. Tellement ça a duré longtemps. Dites, 36 ans. 36 ans de guerre. Quand elle s'arrête d'un côté, elle repart de l'autre, en permanence. Alors, la question se pose. Qui a commencé? Ah mais alors, l'histoire, c'est une cour de récréation. Tu n'imagines même pas. Oui, mais alors c'est les protestants qui ont commencé parce que au château, ils ont voulu prendre le roi à Amboise. Alors ça, il faut pas le faire quand même. Mais non, c'est les catholiques parce qu'ils ont massacré tout le monde à Valmy. Il n'y en a pas un qui commence. Il n'y a que des deux côtés, on voulait la faire, la guerre. Et quand on veut faire la guerre, elle finit toujours par venir. Elle commence en 1562. Très bien. Je le revois, votre grand-père, là, à répéter qu'il irait bien, lui, à la guerre. S'il n'avait pas la boutique, s'il n'avait pas son arthrose. Et de toute façon, mémé, elle ne veut pas. Mais sinon, il irait. C'est parce qu'il est comme les autres, il pense qu'elle ne va pas durer longtemps. Mais je vous l'ai dit, pour ce qui est de durer, elle va durer. C'est vrai que votre grand-père a pensé, au bout de 10 ans de guerre, qu'elle allait s'arrêter. Il n'avait pas complètement tort, parce que les puissants avaient donné l'impression de se rabibocher quelque peu et de fêter un mariage entre catholiques et protestants. Très exactement, entre Henri de Navarre, le fils de Jeanne d'Albret, la très protestante, et Marguerite de Valois, la sœur du roi très catholique Charles IX. Vous suivez toujours? La reine Margot, pour ceux qui ne suivaient pas. Voilà. Ces deux-là doivent se marier. Hein, mamé, ne t'inquiète pas. S'ils se marient, c'est qu'ils ont décidé de se rabibocher. La guerre est finie. Tiens, on pourrait faire comme les autres. Monter à Paris pour la noce. Mamé, ça te plairait pas? On monterait tous les deux à la capitale. On se ferait une fête de moins 3 jours et 3 nuits. Dis, ça te plairait pas? Raymond, il y a la boutique et ton arthrose. Ce qui fait que votre grand-père et votre grand-mère ne sont pas montés à Paris pour le mariage d'Henri et Marguerite. Et qu'ils ont bien fait. Parce que la nuit qui a suivi ce beau mariage a été une nuit d'horreur, une nuit de sang, la nuit de la Saint-Barthélemy. On a trucidé tous les protestants qui te trouvaient dans les murs de Paris. Ruisseau de sang, carnage, horreur. Tous sont morts, disait l'ancêtre. Tous sont morts, disait votre grand-père. Tous. Non, pas tous. Henri de Navarre a échappé à l'affaire, il a fui la cour, il a repris le contrôle des troupes protestantes. Et la guerre est revenue, et la guerre a repris. Votre grand-père est allé en tombe aux côtés de votre grand-mère. Mais votre père, à son tour, a commencé à dire que s'il n'avait pas la boutique, s'il n'avait pas l'arthrose, il y serait allé à cette guerre. Heureusement, elle est finie. Elle se termine en 1598. Et elle se termine parce que Henri de Navarre est devenu Henri de France. Il est devenu le roi de France. Et lui, il publie l'édit de Nantes, qui permet à chacun de vivre sa foi sans trop marcher sur les pieds de l'autre. Alors c'est fini. Alors on va être tranquille. Oui. En Nègrepelisse notamment. En Nègrepelisse, vous êtes dans vos petits commerces, ça va beaucoup mieux. Il faut dire que les affaires sont bien gérées, la paix prospère, Olivier de Serres développe l'agriculture, Sully gère bien les finances, on mange la poule au pot tous les dimanches. Qu'est-ce que vous voulez vous plaindre? Tout va bien. Et la roue tourne. Vous voyez, c'est le drame de l'histoire. On est obligé de sauter comme ça d'un événement à l'autre. Et là, ce qui fait tourner la grande roue de l'histoire, c'est Ravaillac. Ravaillac qui poignarde Henri IV dans une rue de Paris comme un malpropre. Il est mort, le bon roi Henri IV. Et c'est sa femme Marie de Médicis, qui reprend la couronne et qui devient la régente.
Marie de Médicis aime les Espagnols. Marie de Médicis a une politique très clairement favorable aux catholiques. C'est dur. C'est dur pour les protestants à ce moment-là. Mais à Nègrepelisse comme ailleurs, on fonde quand même de grands espoirs. Sur Louis, le petit. Louis, mais si, le fils d'Henri, le successeur d'Henri à la couronne. Quand il sera adulte, il prendra le trône. Et alors, c'est le fils d'Henri IV. Il jouait sur son dos, il l'appelait papa. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, sinon qu'une politique qui ressemblait à celle de son père? On en est persuadé ici à Nègrepelisse. Et quand en 1617, Louis, le jeune roi, renverse la table, prend la couronne, écarte sa mère du trône, on se dit, tu vas voir, on va voir ce qu'on va voir avec Louis. On a vu ce qu'on a vu. Dès ses premières décisions, le jeune roi Louis XIII marque son camp. Il sera du côté catholique. Et alors, on reprend les armes. Et on les reprend notamment à La Rochelle. La Rochelle, c'est une ville huguenote, comme on dit, c'est une ville protestante. Les grands protestants du royaume s'y réunissent et ils entrent en rébellion. Ils refusent d'obéir au roi. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le roi? Il lève son armée, il s'en descend jusqu'à La Rochelle, il met le siège devant cette ville qui refuse de céder, mais Louis se dit, il en est une autre de ville qu'il me faut prendre pour soumettre les protestants. Et cette ville, c'est Montauban. Montauban, comment vous dire, c'est une petite capitale protestante à cette époque. Là, c'est du lourd pour ce qui est de la sédition. Il n'y a plus un bâtiment catholique à cette époque, sinon qu'on l'a transformé en prison ou en écurie. Il y a une université, mais c'est une université de théologie protestante, célèbre dans toute l'Europe. Louis a compris, c'est Montauban qu'il faut prendre. Il y envoie donc son armée. Et vous, Jean de Nègrepelisse, ben vous vous dites... zut, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, vous ne savez pas. Comme disent les textes de l'époque, à Nègrepelisse, ça branle dans le manche. On ne sait pas, on hésite, qu'est-ce que tu veux, ils sont beaucoup quand même, mais oui, mais en même temps. Et là, Jean de Nègrepelisse, vous faites la pire des choses possibles pour des gens de Nègrepelisse. Vous demandez à ceux de Montauban. Alors, comment vous expliquer? Écoutez-moi, Jean de Nègrepelisse, je comprends que pour vous, Montauban, ça puisse compter. Je le comprends. Pour écouler vos produits, pour aller boire un coup en ville, pour voir du monde, pour le marché dominical. D'accord, je comprends que vous ayez besoin d'aller à Montauban. Je comprends que Montauban compte pour vous. Mais l'inverse n'est pas prouvé. Vous comprenez ça? Surtout que vous allez les voir, eux, ils sont en train de préparer le siège. Vous voyez, ils sont en train de remonter les murs, d'empiler des sacs de sable, de fondre des balles en plomb. Et vous débarquez la bouche en cœur en disant, excusez-moi, pour la venue du roi, là, on s'organise comment? On prévoit un petit quelque chose en commun ou c'est chacun de son côté? Les gars de Montauban, ils vous disent, d'où vous sortez, vous? Nous, c'est Nègrepelisse. Ah oui, ma chaîne des grenouilles, là. Ouais. Non, ben démerdez-vous. Ah bon? Oui, vous débrouillez, ça ne nous regarde pas. À moins que... Vous avez des soldats? En Nègrepelisse, non. Non. On a des charpentiers, on a des boulangers, on a des... Enfin, des soldats, non, on n'a pas. Bon. Vous avez des gaillards quand même un peu costauds? Ah oui, ça, les charbonniers, ils sont... Avec la Nègrepelisse, vous pouvez y aller, ça, c'est des costauds. Très bien. Ben, vous nous les envoyez.
On leur trouvera des choses à faire pendant le siège, vous nous les envoyez, ça nous intéresse. D'accord. Et nous, quoi vous? Ben, la ville de Nègrepelisse. Oh ben ça, vous la laissez ouverte. Ils vont pas s'intéresser à ça quand même. Et c'est comme ça qu'il y a 400 hommes de Nègrepelisse qui, en 1621, vont défendre Montauban. Pas tout seuls, mais ils y vont. D'ailleurs, avec une efficacité, je dis bravo. Non, parce que le siège de Montauban, 80 jours de combat, et au bout du compte, le roi est obligé de se retirer, de s'en aller furieux. Bravo. Vous faites partie des vainqueurs. Vous sortez avec les étendards en tête, vous revenez en joyeux jusqu'à Nègrepelisse. Bravo. Sauf que, quand vous y arrivez à Nègrepelisse, vous vous rendez compte que la ville est occupée. Les offices royaux ont laissé là un régiment. Ah mais c'est chez nous là. Faut pas rester. Hein. Ah mais qui vous disent désolé, nous on est venus, c'était ouvert. Alors on s'est installé. Hein. Ah fallait pas partir, vous êtes marrants vous. Et d'un côté on vous laisse pas rentrer chez vous, et de l'autre, vous connaissez les Montalbanais. Ils commencent à vous dire, bon, mais maintenant que le siège est fini, il va falloir rentrer chez vous, hein, parce qu'on ne peut pas vous garder longtemps. Hein. Alors vous campez dans les prés, là, entre les deux villes. Et le temps commence à vous paraître un peu long. Ce qui fait que, quand au mois de décembre 1621, les gens de Montauban s'en viennent en vous disant, bon, le régiment qu'il y a chez vous, là, il nous gêne. Ils nous attaquent les troupes, ils nous coupent les routes. Il faut les virer, ceux-là. Vous pourriez quand même rentrer chez vous. C'est pas qu'on ne veut pas, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Bon, vous disiez les Montalbanais, écoutez, on vous donne un artificier, 2-3 capitaines, vous reprenez la ville. C'est quand même pas bien compliqué. Vous croyez c'est possible? On a le droit? Mais oui! Alors... Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés le 12 décembre à l'aube dans les herbes froides autour de la ville. Et je me souviens, comme vous pouviez trembler. Ce devait être de froid, pas de peur, bien sûr. Il faut dire que pendant le siège de Montauban, vous n'étiez pas en première ligne. Vous étiez toujours sur les arrières. Vous n'avez pas connu le baptême du feu, vous n'avez pas encore tué. Mais là, vous savez qu'il va falloir y aller, qu'au-delà de ces murs, c'est votre ville. Et à l'aube, une énorme explosion, un pétard, comme on dit à l'époque, qui fait voler en éclats la porte de la ville. Vous vous précipitez, c'est le signal. Vous courez dans les hautes herbes, vous arrivez, vous traversez ce nuage de fumée qui sent la poudre. Ça y est, vous êtes entré dans votre ville. Est-ce que vous êtes essoufflé? C'est d'avoir couru ou... c'est la peur. C'est vrai que dans votre tête, c'était très clair. Le régiment français, il allait être dans le château, et on allait rentrer dans la ville, du coup, il serait bloqué dans le château, il serait obligé de se rendre. C'était ça dans votre tête. Seulement, quand vous êtes entré dans la grande rue, là, vous en avez vu un qui est sorti. Vous ne pouviez pas savoir que la moitié du régiment dormait dans la ville. Vous en avez vu sortir un, tout débraillé, même pas en uniforme, les cheveux lâchés sur l'arrière, pas rasé, peut-être, mais avec à la main une épée longue et froide. Vous trembliez. Vous aviez peur. Alors quand vous l'avez vu devant vous, là, avec cette épée, c'est la peur qui a pris le dessus. Comme quand on voit un serpent sans avoir le temps de voir si c'est une couleuvre ou une vipère. Et vous aviez une hallebarde à la main, celle qu'on vous avait donnée, à vous, vous le charpentier, vous le boulanger. Et vous avez donné un coup. Comme c'est venu, comme ça. Vous avez frappé, comme ça. Vous avez frappé. Vous l'avez frappé au ventre. Tout de suite, la chemise s'est tachée de sang. Lui, il a fait un bond en arrière. Il est tombé au sol, en gueulant, en gueulant. C'était vous qui avez fait ça. Et il criait, il criait. Vous aviez tout d'un coup envie qu'il arrête de crier.
qu'il n'y ait plus de gens qui courent autour. Mais là, non. Là, non, ça crie partout, ça hurle, ça sent la poudre, ça sent la mort. Le reste est plus confus. On en a tué beaucoup. D'après Chagrin, le fossoyeur, à peu près 160. Il les a comptés quand même. Mais il y en a eu pour dire beaucoup plus, 400. Si ça se trouve, on les a balancés à la rivière. Toujours est-il que vous en avez tué. Pas tous. Le reste du régiment était ici dans le château. Quand ils ont vu qu'ils étaient encerclés, ils ont négocié, ils ont laissé leurs armes et leurs drapeaux, et ils sont partis, on les a laissés partir. C'est-à-dire que là, vous auriez voulu que tout s'arrange, qu'on oublie, parce que vous sentiez bien que ça risquait de vous faire des histoires. Ben, vous n'aviez pas tort. Vous n'aviez pas tort parce que quelques mois après, le duc de Rohan, alors ils sont deux, c'est son jeune frère Benjamin, le duc de Rohan de nouveau entre en rébellion. C'est le chef des protestants. Son frère Benjamin lève des troupes là-bas dans le pays nantais. Le roi de nouveau mobilise, va dans le pays nantais. Vous vous dites, mais Rohan va arrêter le roi? Non, Rohan est battu. Alors le roi va jusqu'à La Rochelle. Vous vous dites, mais La Rochelle va arrêter le roi? Mais non, le roi a fait le blocus devant La Rochelle. Il ne s'arrête pas, c'est la tournée des Grands-Ducs. Alors là, vous pouvez y aller, c'est le Saint-Émilion, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Bazeille, Marmande, Tonneins, Agen, ça vient, ça vient. Et là, vous n'êtes pas allé demander au Montalbanais. Non. Non, vous aviez bien compris qu'il fallait se débrouiller tout seul. Vous avez commencé à remonter vos murs, à faire quelques provisions, à vous dire qu'avec un peu de chance, ça passerait à côté. C'est vrai qu'a priori, ça devait passer à côté, puisque Louis, il revient pour Montauban. Il n'a pas supporté d'avoir été défait sous les murs. Il n'a pas supporté de ne pas prendre la ville. Louis, lui, le roi, il rêve d'une bataille, là, en pleine lumière, dans le champ, que les Montalbanais sortent de leurs murs et se battent. Il rêve de ça, Louis. Mais les Montalbanais, ils sont pas fous quand même. Ça a marché une fois. On recommence. On reste dans les murs. On fortifie. On attend. Et Louis, le roi, comprend très bien qu'il ne prendra pas la ville. Et il ne peut pas rester 107 ans ici. Alors il hésite. Il repartirait bien tout de suite vers Montpellier. Là aussi, il y a une ville à prendre, mais en même temps, il voit son armée. Son armée, elle s'ennuie. Ça fait un moment qu'on n'a rien pris, qu'on n'a rien pillé. Majesté, vous comprenez, c'est un peu difficile quand on fait ce métier-là. Il faudrait faire quelque chose pour ces soldats. Oui, bon, dit le roi, il n'y a pas une ville qu'on pourrait prendre par là, qu'on ait des raisons de prendre. Et un de ses lieutenants lui dit, je crois qu'il y en a une là, pas loin. Ils ont tué des gens à nous. Ah bon? Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est un truc coloré je sais pas, un chaperon rouge peut-être, ou une pelisse noire, je sais plus. Oui, c'est ça, nègre pelisse des grenouilles, enfin je sais plus, oui peut-être nègre pelisse, voilà, ils nous ont tués des gens, oui, combien? Oula, 400 peut-être, 400. Ah mais c'est beaucoup trop, dit le roi. Ah mais voilà, prenez nègre pelisse, voilà, ça détendra les types. Et voilà comment on envoie l'armée royale sur les murs de Nègrepelisse. Oui, vous avez rehaussé les murs. Oui, vous avez fendu des balles. Oui, vous avez préparé un siège, mais tout de même, c'est une grande armée, elle est puissante. C'est un ruisseau cuirassé qui s'en vient jusqu'à vous. Et surtout, il y a des canons. Mais il y a
des canons, se dit-on, sur les remparts. Et on voit qu'on les installe, que des canonniers sont là qui s'affairent. On dit Jean-Louis, viens là. Jean-Louis, grand tireur de lièvres, magnifique chasseur en temps de paix. Il dit tire-y dessus, ils vont nous tirer dessus avec les canons. Jean-Louis tire, il en tue quelques-uns. Un fameux tireur de lièvres, je vous dis. Mais visiblement en face, ça les agace encore plus. Ça, on le sait parce que il y a Charles qui raconte ses mémoires. Charles de Pontis, c'était un des lieutenants du roi, il était au 2e régiment, et il s'en va, juste avant la bataille, chercher les ordres auprès du roi. Il le trouve, dit-il, dans une petite chaumière, tout enfumée, là, et il lui demande, bon alors, là on est prêt, qu'est-ce qu'on fait pour la ville? Est-ce qu'il y a des consignes particulières ou on fait ça à l'instinct? Le roi lui dit, ben oui, vous attaquez, là, des deux côtés, ça sera plus vite fait, voilà. Vous attaquez, là, d'un peu partout, et puis vous y allez, quoi. Oula, oui, mais si on attaque de partout, dit Pontis, on va se tirer dessus, là. Oui, ben vous, je sais pas, mettez, tiens, voilà, mettez un truc blanc au chapeau, une cocarde, ou un tissu, un mouchoir, ce que vous voulez, là. Ça évitera que vous tirez dessus, et puis... Voilà, allez-y, et puis vous me prenez cette ville, et puis on rentre. D'accord. Et pour les gens qu'il y a dans la ville, on fait comment, Majesté? Mais quoi, je sais pas, mais vous les... Mais si, vous les tuez, quoi. Enfin, on est à la guerre. D'accord. On les tue... on tue tout le monde? Oui, vous tuez... Oui, enfin, tout le... Oui, bon, les hommes... oui, tuez les hommes, les femmes, les enfants, vous verrez. Mais les hommes, oui, vous les tuez parce qu'ils m'ont irrité. Vous avez irrité le roi. Voilà. C'est ce que retiendra l'histoire. Que les gens de Nègrepelisse ont irrité le roi. Quelque part, c'est assez prestigieux, je trouve. Vous pourriez, sur les armoiries de la ville, vous voyez, j'ai irrité le roi, irritatem gerem, vous voyez, ça serait magnifique, là, mon Dieu. Après, je vais être honnête avec vous, c'est pas vrai. Mais non, vous n'avez pas irrité le roi, mais non. Le roi est irrité, oui. Il est irrité parce que les Montalbanais ne veulent pas sortir. Et lui offrir sa belle bataille, là sur le pré, comme il en a rêvé. Non mais ils ne sortent pas, ça l'irrite, ça. Il est irrité parce qu'il y a une rébellion des protestants dans le royaume, oui, ça l'irrite, ça. Il est irrité parce que sa mère a voulu lui piquer la couronne, oui. Il est irrité parce qu'on a assassiné papa. Et puis il est irrité parce qu'il y a de la fumée dans cette putain de maison. Mais il n'est pas irrité par Nègrepelisse. Mais c'est sur vous que ça va tomber. Alors commence le combat. Jean-Louis, il a tué des canonniers, mais il en reste. Alors les canons tirent. Et vite, ils ouvrent une brèche dans les remparts. Et le fleuve cuirassé se précipite. Pour défendre cette brèche, pour défendre la ville, d'après les témoignages de l'époque, ils sont 8. 8 hommes de Nègrepelisse, là, dans les ruines de ce mur. Pourquoi ils restent là? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Les pauvres gens de Nègrepelisse, ce sont les sacrifiés. Ils savent très bien qu'ils s'en sortiront pas. Peut-être qu'ils ont dit aux autres, regroupez-vous quelque part, organisez la défense, nous, on va essayer de les retenir. Ils sont 8. En face, il y en a peut-être 2000. Le fleuve cuirassé leur passe dessus sans même ralentir. Il se répand partout dans la ville. Alors, les coups de feu, alors les cris, alors la mort qui se répand. Les soldats de Nègrepelisse, oh les soldats, c'est vous. C'est vous les charpentiers, c'est vous les boulangers,
C'est vous, les charbonniers, les petites gens de toutes sortes. Vous n'avez jamais tenu une arme, ou si peu, ou alors pour aller au lièvre. Mais vous ne savez pas vous battre. Vous vous êtes regroupés à quelques-uns, là, derrière un pauvre mur en ruine. Et quand vous voyez arriver cette armée gigantesque, vous espérez un peu. Vous demandez la vie sauve. Vous promettez de vous rendre, de ne plus tirer. Mais vous ne savez pas tirer. De toute façon, on ne vous répond même pas. On se précipite, les pics en avant. Et c'est la mort qui se répand sur vous. Il y a des femmes dans le village. Il y a des femmes et des enfants, des tout petits. Des pauvres bébés, quoi. Les plus grands, ils ont été tués comme s'ils étaient des hommes. Les petits, elles les serrent dans leurs bras. L'affolement les gagne. Elles courent. Elles vont jusqu'à la rivière. Là, elles se disent que si elles traversent, elles seront sauvées. Quand elles ont de l'eau jusqu'à la taille, elles sont vues par le régiment de Picardie qui campe là sur les bords. Et ils tirent. Ils tirent. Ils tirent dans le dos des femmes qui portent leurs enfants pour essayer de traverser l'eau. Ils tirent. Ils tirent comme à la parade. Ils tirent comme à la foire. Ils tirent pour s'amuser. Pour les voir tomber, bras écartés, et lâcher leurs enfants. Ils tirent. Et dans cette eau sanglante, les enfants qui se noient. Un tir, 2 morts, le beau score. Je me demande si sur l'étendard de ce régiment il a été brodé en lettres d'or. 1622, siège de Nègrepelisse, massacre des femmes et des enfants. On tue, on tue, on tue. Ça devient de l'ivresse. Au milieu de ce carnage, pourtant, un petit peu d'humanité, 3 fois rien. Roger. Roger, c'est son prénom. Son nom, on ne sait pas. On ne sait pas son nom parce que Roger, il est valet. Valet du roi, je vous l'accorde, mais valet quand même. C'est-à-dire que son métier, son rôle, sa tâche, c'est de vider le pot de chambre. Son métier, son rôle, sa tâche, c'est d'épousseter le costume de Sa Majesté et de lui faire passer sur les épaules sans que Sa Majesté n'ait le moindre effort à faire. Son métier, Roger, c'est de faire en sorte que Sa Majesté soit bien, ne soit jamais irritée. Qu'est-ce qu'il fait là, Roger, à l'intérieur des murs de Nègrepelisse? Qu'est-ce qu'il y fait? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il a mal vécu que le roi soit irrité. Peut-être qu'il s'est dit que s'il avait ouvert la fenêtre pour que la fumée s'en aille, Sa Majesté n'aurait pas été irritée et qu'il n'aurait pas donné ses ordres de tuer tout le monde. Et il est là dans les murs. Et au détour d'une ruelle, il voit 3 hommes, 3 soudards qui tiennent par les cheveux une femme à genoux. Il lui déchire ses vêtements. Il comprend ce qui va se passer. Il s'interpose. Il dit « Vous n'avez pas le droit. Le roi a dit uniquement les hommes. » « Oui, ça va, oh, valet, c'est bon. T'auras ton tour, t'as qu'à attendre. » Roger n'a pas d'arme. De toute façon, il ne saurait pas s'en servir. Et ils sont 3. Mais Roger connaît les faiblesses des hommes. Alors, il fouille dans sa poche, il en tire 3 pièces d'argent, il leur dit « Je vous la rachète. » Tu nous rachètes quoi? La femme, je vous la rachète. 3 pièces d'argent. Les autres regardent les pièces. C'était risqué. Ils auraient pu couper la main, prendre les pièces, éventrer Roger et dire « c'est un accident ». Mais en regardant les pièces, ils sont repris, vous savez, par le souvenir qu'ils avaient d'être allés à la foire aux bestiaux avec le père autrefois. Alors ils hésitent un peu et puis ils prennent les pièces. Et ils disent « top là, elle est à toi. T'en veux d'autres ?» « Oui, répond Roger, autant que vous en trouverez. » Et c'est comme ça que, de ruelle en ruelle, de place en place, Roger, le valet du roi, l'anonyme,
vide ses poches pour sauver des femmes. À chaque fois, 3 pièces d'or. Vite, viens, viens, viens. Je vous la rachète, je vous la rachète. Il en sauve, dit-on, 40. 40 femmes qu'il guide hors de la ville. Il n'a plus un sou en poche. Et ça y est, au moment où il a sauvé ces femmes, il disparaît des pages de l'histoire. Vous voyez ? On donne à nos rues des noms de militaires, de grands fracasseurs de crânes, de zigouilleurs d'humains, parfois de beaux penseurs, parfois de grands poètes, souvent de vieux maires qui ne veulent pas voir leur nom disparaître. Et je me dirais que s'il vous restait ici à Nègrepelisse une rue, une seule, même toute petite, même étroite, pourvu qu'elle soit fraîche et qu'il y ait peut-être une fontaine, ce serait bien celle-là de l'appeler rue Roger, vallée du roi. Comme ça, peut-être que dans 100 ans, à l'écart de toute commémoration, des gens passeraient au pied de cette rue, regarderaient la plaque et diraient « Roger, qui ça peut être ?» Et puis, il hausserait les épaules en se disant « Aucune idée, mais ce devait être quelqu'un de bien. » Toujours est-il que maintenant dans la ville, il ne reste plus que des hommes cocardés de blanc. Alors commence le pillage. On fracasse les portes, on évente les coffres, on prend les jambons, on court de toutes parts, on cherche les trésors au fond des jardins. Allons, il faut s'enrichir, on est là pour ça. Et quand le grand pillage est fait, s'en vient l'incendie. Les flammes rousses lèchent les murs, dévorent les toits. Tout s'effondre avec fracas. Et dans ces lueurs morbides, on achève les blessés à coups d'épieu. Pourtant, tout le monde n'est pas mort. Parce que quelques-uns ont trouvé refuge ici, dans le château. Une centaine de femmes, peut-être plus, peut-être moins, et une trentaine d'hommes, si on suit les sources. Ils sont dans le château, ils n'ont que quelques armes et ne savent pas s'en servir. La position est absolument indéfendable. De toute façon, on s'en fiche. Ils sont encerclés, ils ne peuvent aller nulle part. On s'en occupera demain. Et vient la nuit. Comme celle de ce soir. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la cour de ce château cette nuit-là? Dans ce Massada du Languedoc, que s'est-on dit? Qu'a-t-on fait? Est-ce qu'on a prié? Est-ce qu'on a chanté? Est-ce qu'on a pleuré? Est-ce qu'on a pensé aux autres? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Personne ne le sait. Mais au matin, ils ont ouvert les portes. Comme ça. Sans chercher à négocier. Sans demander pitié. Ils ont ouvert les portes. Et les soldats sont venus. Les soldats n'étaient pas comme la veille, sous de sang, de vin, de poudre et de combat, non. Non, ils traînaient leurs bottes sales. Ils étaient débraillés, sans armure. Ils n'étaient plus avec le fifre et le tambour et l'étendard, non. Ils ne venaient pas en soldats à ce château. Ils venaient en bourreaux. Quand ils sont entrés là, ils ont pris les hommes, tous. Et ils les ont tués. Mais comme on avait nettoyé les épées et qu'on voulait économiser la poudre, on les a pendus. Là, ici, au créneau. Et quand ça a été trop long, trop compliqué de les pendre au créneau, ça faisait de la manœuvre,
On les a mis à genoux. Et là, on les a étranglés. On les a étranglés en regardant ailleurs, en parlant d'autre chose, en demandant s'il restait un peu de vin ou si quelqu'un avait pensé au petit déjeuner. On les a tués sans même y penser. Voilà comment sont morts les derniers hommes de Nègrepelisse. Et après, il y eut les femmes. Comme on n'avait pas de consigne pour les femmes, on les a violées. Oui, je sais. J'aurais pu choisir des mots plus enrobés, plus tendres peut-être, des métaphores, des mots cachés. Mais parfois, il faut dire les choses. On a violé les femmes. Là, ici, sur les sacs de grains, sur la paille souillée, à même le sol contre un mur. On a violé les femmes, toutes. Et quand elles se débattaient, quand elles protestaient, à coups de pied, à coups de poing, on les a fait taire, jusqu'à les tuer. Le maréchal de Bassompierre, lieutenant du roi, présent sur les faits au moment du drame, le maréchal de Bassompierre a dit dans ses mémoires que les femmes de Nègrepelisse eurent des relations avec les soldats du roi, consentis ou non. Consentis. Consentis. Bassompierre. Bassompierre. Espèce de vieil homme plumé. Maréchal de mes fesses. Écoute-moi. Je vais te dire, moi, ce qui s'est passé dans la cour de ce château ce jour-là. Les femmes qui restaient avaient vu mourir leurs amis et leurs sœurs mitraillés dans la rivière. Les femmes qui restaient avaient vu leurs amis et leurs sœurs violés sous leurs yeux et être achevés à coups de pied. Les femmes qui restaient avaient vu dans les lueurs de l'incendie de leur ville leurs hommes se faire achever à coups d'épieu. Les âmes qui restaient avaient perdu leur ville, leur maison, leur famille, leurs espoirs et leurs rêves. Mais Bassompierre, il leur restait quelque chose. Leurs enfants. Tu comprends ça, Bassompierre? Leurs enfants, ils étaient là. Ils étaient là, quelque part, dans un coin d'ombre. Mais toi, tu les as pas vus, Bassompierre. Tu pensais à la rédaction de tes mémoires. Tu pensais à ta gloire à venir. Mais il y avait des enfants, là, dans un coin d'ombre, avec leurs bras maigres serrés sur leurs genoux, et des grands yeux fous d'épouvante. Il y avait des enfants. Alors moi, je sais ce qui s'est passé la dernière nuit, ici, dans ce château. Les femmes de Nègrepelisse ont pris leurs enfants dans les bras et leur ont raconté des histoires. Voilà ce qui s'est passé. Elles ont raconté des histoires de princes charmants, de petits qui l'emportent sur le grand, des histoires de fées, de douceur et d'amour. Elles ont raconté ces histoires-là, les femmes de Nègrepelisse, leur enfant serré contre leur sein. Elles leur ont caressé la joue en chantant des berceuses, en disant « Dors, mon petit, dors, demain la journée sera rude. » Et au matin venu, quand tes tueurs sont venus, Bassompierre, oui, elles sont allées à leur rencontre. Oui, elles leur ont pris la main, Bassompierre, à tes tueurs, et elles leur ont pris la main pour qu'ils lâchent leurs poignards. Et elles ont caressé la joue de tes tueurs, Bassompierre. Et elles leur ont parlé doucement, comme on fait aux chevaux affolés.
Elles ont parlé à tes tueurs pour qu'ils cessent de tuer. Elles ont dit doucement, s'il te plaît, arrête. Je ferai ce que tu veux, mais je t'en prie, arrête de tuer. Alors, tes tueurs, Bassompierre, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et puis ils sont partis, la tête basse, ivres de leur misère. Quand les femmes de Nègrepelisse, le ventre souillé, prosté, pleurant, quand les femmes de Nègrepelisse sont tombées dans la poussière, ce sont leurs enfants qui les ont pris dans leurs bras. Parce que grâce à elles, les enfants de Nègrepelisse ont eu la vie sauve. Et c'est parce qu'ils ont eu la vie sauve que 20 ans plus tard, ils sont revenus relever la ville de ses ruines. C'est parce qu'il y a eu ce sacrifice des femmes de Nègrepelisse que la ville a recommencé à vivre, que les fontaines ont coulé, que l'on peut à nouveau s'y promener en paix. C'est par la grâce des femmes de Nègrepelisse que nous sommes ce soir réunis épaule contre épaule, sans chercher à savoir qui en est, qui n'en est pas de nos voisins. C'est parce qu'il y a eu les femmes de Nègrepelisse que nous pouvons aujourd'hui commémorer le grand massacre. Vous cherchiez des saintes, je vous les ai données. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre écoute magnifique, profonde, belle. J'ai été très ému, donc je voudrais remercier les organisateurs d'avoir été assez fous pour me proposer d'inventer, d'écrire et de donner ce spectacle unique, puisque figurez-vous que je présuppose, à tort ou à raison, que nulle part dans le monde on ne sera intéressé par un spectacle sur la commémoration du massacre de Nègrepelisse. Bien sûr, je pourrais venir le rejouer ici pour les 500 ans du massacre, mais mon calendrier étant ce qu'il est, je ne suis pas sûr d'être libre. Donc, merci pour cette expérience forte. Ça fait maintenant un mois que l'histoire douloureuse de ces 2 journées-là m'accompagne. Et de venir vous les raconter ici, dans les murs du château, où les choses se sont terminées de manière aussi dramatique, ça n'est pas neutre. Voilà, donc je savoure cet instant avec vous. Encore une fois, merci, et nous repartirons, je crois, en flambeau, si je ne m'abuse, vers la ville. Tâchez de ne pas foutre le feu à la ville, c'est bon, parce que même pour le tourisme des 400 prochaines années, ça serait bien si on pouvait l'éviter. Voilà, encore une fois, merci pour votre écoute. S'il y en a qui ont aimé ma prose, j'ai avec moi un roman que j'ai écrit, qui est je vous en parle parce que c'est un roman historique qui se déroule à une époque un peu plus ancienne, puisque c'est le début du XIVe siècle, dans le domaine du catharisme, en fait, des tout derniers cathars du Sabartès. Voilà. Si ça vous intéresse, je les aurai. Mais surtout, encore une fois, merci. Et du fond du corps, voilà. J'espère que plus jamais nos descendants n'auront à commémorer de telles choses. Bonsoir.